redressement, apport exogène, ce sont des méthodes urgentes, nécessaires, mais qui sont complémentaires avec un entretien plus progressif et jour après jour. Donc là, on va enchaîner sur la partie couverture des sols. On va faire intervenir en visio Sébastien Minette. Il y aura Gisèle et il y aura Arnaud qui vont pouvoir nous partager leur retour d'expérience. Donc Sébastien, est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que vous l'entendez bien? Ouais, je vous entends très bien. Ça a l'air Alors, de je ne bien vois que, marcher. Et moi, je me tais du coup. non, je vois pas la salle. Bon, c'est pas très grave. Après, si tout le monde m'entend, je voulais, voilà, en fait, sur la partie couvert végétaux, je voulais refaire un peu une introduction sur la partie couvert, et puis Gisèle fera une intervention plus sur la partie viti. Alors, je travaille pas mal avec les vitis, mais je suis quand même plus spécialisé à la base sur grande culture, polyculture, élevage. Alors, je vais vous parler aussi d'une méthode qui reboucle avec tout ce qui a été dit avant, parce qu'on parle d'azote dedans, on parle de carbone, c'est la méthode Merci. Donc c'est tout bon, vous m'entendez bien, hein. Je peux. Vous voyez le diaporama, c'est Oui, tout oui, bon? oui, on t'entend bien, Sébastien. Alors, je vais passer assez vite parce qu'on n'a pas obligatoirement beaucoup de temps. Et puis, de toute façon, le diaporama, je vous laisse à disposition et vous retrouverez tout ça sur un petit site que je présenterai à la fin. Mais les couverts végétaux, donc à quoi ça sert? Que ce soit en grande vigne, ça va nous rendre beaucoup de services. Donc ça va. Alors, le premier des principes, c'est limiter les pollutions, hein. C'est pour ça qu'ils ont été introduits il y a longtemps. Alors, j'insisterai bien, pas seulement pour ça, parce que, Marie et Johanna, je vous entends parler. Pardon, je suis désolé. Euh, euh, Excusez-moi. Mais donc, il y a très longtemps aussi, enfin, les betteraviers du nord de la France, pas parce qu'ils sont comment dire, plus verts que les autres, utilisaient déjà les couverts végétaux, mais eux pour limiter, par exemple, les nématodes. Donc, ils sont des petits vers qui vont embêter la production de betteraves. Donc, vous voyez, ça, c'est utilisé depuis assez longtemps. Enfin, ces nématodes-là, c'est depuis les années 1980. Mais le premier objectif, limiter les pollutions, et c'est pour ça qu'ils ont été introduits avec la directive nitrate dans les années 2000-2005, dans beaucoup de territoires français. Après, ils servent aussi à soutenir la production. Donc on voit ils peuvent servir à la valorisation fourragère. Donc on appelle ça des dérobés. Donc alors, l'inconvénient ou l'avantage des couverts végétaux, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de noms qui qualifient des couverts végétaux et souvent en rapport avec leur objectif ou le service rendu. Donc les dérobés, valorisation fourragère. On peut avoir des restitutions d'éléments minéraux. Donc ça, on va appeler ça des engrais verts. Donc on peut penser à l'azote, le phosphore, au potassium, au soufre, au magnésium, au calcium, on l'a évoqué tout à l'heure. On peut avoir une valorisation énergétique, on va appeler ça les cives. Donc ça, c'est principalement à destination des méthaniseurs. On peut avoir une possibilité d'une récolte en grains. Bon, à titre d'exemple, aujourd'hui en grande culture, on a une demande des aéroports de Paris pour produire des cultures intermédiaires qu'on va récolter, tournesol ou cameline, pour produire de l'huile pour les avions, pour avoir du kérosène vert. Ces couverts végétaux vont aussi favoriser la biodiversité, mais ça, vous devez le voir aussi dans vos vignes. Donc, en termes d'auxiliaires de culture, de faune sauvage, de paysages diversifiés, souvent plus agréables à voir avec un peu de couleur, et un impact social et visuel qui n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une société qui s'éloigne, enfin, une société civile qui s'éloigne de plus en plus du monde agricole, où les agriculteurs sont souvent accusés de beaucoup de maux. Et donc, avoir des fleurs à cette période en particulier, eh ben, c'est un impact social et visuel qui est favorable. Ça va jouer aussi un rôle de régulation, donc je vais passer assez vite, mais sur les adventices, les ravageurs et les maladies. Alors avec en particulier, je pense au cournouet et à la vigne, à double tranchant, c'est-à-dire qu'on va aussi, bien sûr, ne pas s'autoriser certaines espèces parce qu'elles peuvent amplifier certaines maladies. Et sur le sol, donc là c'est un gros point qui a déjà été abordé avant, on a un impact assez fort sur la restructuration du sol, le stockage du carbone et donc de la matière organique, mais aussi une meilleure infiltration de l'eau, une limitation forte de l'érosion et de l'abattement, j'y reviendrai tout à l'heure avec un petit exemple, limiter les excès de température, donc en particulier l'été, et puis ça change la couleur du sol, donc ça peut aussi augmenter la vitesse de réchauffement du sol, c'est ce qu'on appelle l'albédo. Donc vous voyez, tout ça, c'est un ensemble de services qui sont vraiment attitrés aux couverts végétaux, et puis ben, la méthode Merci, elle va essayer d'estimer, alors moi je travaille sur les couverts végétaux depuis 2001, au début en grande culture. Et depuis 2001, j'essaye de chiffrer, de promouvoir les couverts végétaux et de chiffrer en fait
en euros, si c'est possible, la plus-value de tous ces services rendus. Et je n'avais oublié un dernier point, pendant que ce n'était pas affiché, c'était favoriser l'activité biologique du sol. Parce qu'un sol vivant, c'est un sol avec des racines. Euh, le parallèle n'a pas été fait, mais un sol non vivant où il n'y a pas de matière organique, tout le monde le connaît, s'appelle la plage. Et dedans, il n'y a pas beaucoup d'organismes vivants non plus. Donc les couverts, en fait, bah, dans le sable, ils sont pas trop dans le sable. Les crabes, ils sont dans les rochers, là où tu as déjà un peu d'algues, ou là où tu as déjà un peu de matière, parce que sinon, ils vivraient pas longtemps. Bon. Mais les couverts, voilà, ils immobilisent un tas d'éléments minéraux dans les parties aériennes et aussi racinaires. Donc, ne jamais oublier les racines. Donc là, on parlait de potassium. Les racines sont contiennent beaucoup de potasse. Donc, on pense souvent à l'azote, aux légumineuses et à l'azote, hein, à l'azote accumulé par les légumineuses, donc qui est de l'azote. Enfin, les légumineuses ont la capacité de stocker l'azote atmosphérique, là, avec les petites boules qu'on voit qui s'appellent les nodosités. Mais il y a aussi plein d'autres éléments, hein, comme le phosphore, le potasse, le magnésium, etc. Et donc, tout le but, c'était comment on pouvait estimer ces restitutions-là à la culture suivante et adapter ces pratiques de fertilisation. Et de sortir, en fin de compte, la méthode Merci visait aussi à sortir du tout réglementaire ou de la vision réglementaire des couverts végétaux sur une vision et aller sur une vision agronomique. Donc on a créé une petite méthode dans les années 2010, donc qui était d'abord un fichier Excel et qui après en 2018 est passé sous une plateforme Internet. Donc là la plateforme on la retrouve sur méthode-merci.fr. Dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez tomber dessus. Et puis là, j'ai repiqué ça à Saint-Louis-Sucre, à Betravier, qui a fait une belle illustration de la méthode Merci. Donc en fait, la méthode Merci, il ne faut pas grand-chose pour la faire. C'était l'objectif de départ. 4 bâtons de 1 mètre carré, enfin de quoi faire un quadrat, une surface de prélèvement, 1 mètre, des sacs, alors XL, parce qu'on espère avoir des gros couverts, donc plutôt des gros sacs, un sécateur pour prélever, un peson. Alors balance de cuisine, ce sont difficiles, hein. Nous, on a plutôt une grosse balance de terrain, même portable. Un temps de réalisation qui va aller de 20 à 30 minutes par échantillon, c'est-à-dire par mètre carré. Et puis, peut-être le bémol, mais le prélèvement, il est réalisé par temps sec. Si vous faites ça après une pluie, vous allez peser de l'eau et donc vous allez augmenter votre biomasse verte, quoi. Et donc, on va avoir une mesure qui va être surévaluée. Une fois que vous avez... Comment? Est-ce que si on prélève et que c'est Pas de un peu souci. humide, on peut faire sécher un peu avant de peser ou est-ce que c'est complètement proscrit? Non, ben, le plus souvent. Oui, oui, très bien, ouais, très très bien. Le plus souvent, c'est proscrit. Alors, proscrit quand on peut. C'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas sur une période des plus favorables. Bon, voilà. Aujourd'hui, il fait beau. Je suis avec vous et ma stagiaire est partie faire des prélèvements. Donc, comme une grande, je vais la rejoindre pour l'après-midi. Euh, en fait, l'idée, quand il fait pas, quand c'est légèrement mouillé, alors je parle pas après une grosse pluie, hein, et en plus, tout va dépendre après des végétaux. Mais si tu as alors, en vigne, on a souvent de la vesse. Et si tu as de la veste, c'est une plante comment dire, qui va retenir rapidement l'eau. Donc, si tu as une veste, il faut mieux attendre. Bon, si jamais tu as juste de la rosée, pas une grosse pluie juste avant, tu peux aussi, moi, ce que je fais, c'est que je mets mes couverts une nuit sur du papier journal et je m'en occupe le lendemain. Voilà, histoire qu'il ressuie pendant une nuit. Voilà. Après, j'ai pas de coefficient. Je me suis amusé à faire des mesures des mauvaises utilisations de la méthode Merci. Alors, c'est pas qu'on utilise mal enfin si on l'utilise mal parce qu'on n'est pas dans les bonnes conditions. On surestime de 20 à 40% quand même la biomasse aérienne. Donc, ce qui n'est pas négligeable, hein. Quand vous trouvez 5 tonnes à la place de 3 tonnes,1, voilà, derrière, on va surestimer aussi les restitutions. Voilà, j'ai pas mieux à dire que ça. Ou alors, ce que vous pouvez réaliser, c'est on peut faire des petits. Enfin, on peut sécher, enfin, soit en étuve si vous avez des étuves, sinon j'ai un protocole micro-ondes où on peut sécher aussi un peu les végétaux au micro-ondes. Le problème du micro-ondes, c'est la taille, c'est-à-dire qu'on va sécher des petits échantillons. Donc le mieux, c'est de réaliser par temps sec à partir de 11 heures, juste avant d'aller manger ou pour digérer. Le mieux, c'est pour digérer, quoi. Juste après manger, on commence à 14 heures, on fait 2-3 prélèvements. Voilà. Alors, il ne faut pas avoir 50 parcelles à faire. Sinon, il faut avoir beaucoup de collègues. Alors, une fois que vous avez votre couvert, on repère la placette, on prélève. Alors, pour prélever, on coupe tout à ras, sauf les végétaux comme les crucifères qui ont une grosse racine,
qui est proéminente. Et là, on va prélever que la partie verte. Parce que derrière, on a un coefficient multiplicateur qui prend en compte la partie racinaire. Une fois que vous avez prélevé, ben, en même temps ou après, on trie. Alors, on impose le tri. C'est pas imposé, c'est que derrière la méthode Merci, elle a des valeurs différentes d'azote, de P, de K, des valeurs différentes d'estimation de la biomasse racinaire pour chaque espèce. Donc, en fait, on va travailler après sur chaque espèce. D'où la nécessité de tri. Et puis après, on va empêcher chaque espèce en grammes par mètre carré si vous avez choisi un mètre carré. Une fois qu'on a fait ça au champ, on retourne au bureau, où on peut le faire au champ sur un téléphone portable, mais c'est un peu plus petit. On utilise l'applicatif qui est sur Internet, vous rentrez vos différentes mesures. Donc il y a à peu près 10 clics à faire, enfin 10 choses à rentrer, donc ce qui reste relativement simple. Et puis vous avez des estimations d'éléments restitués en azote, phosphore, potasse, soufre, magnésium, le carbone aussi des données sur la valeur alimentaire. Je vais revenir tout de suite. C'est une méthode à la mettre en œuvre, pour ceux qui l'ont mise en œuvre, vous pourrez témoigner, simple à mettre en œuvre. Elle est valable pour de nombreuses espèces. On a 70 espèces de cultures intermédiaires qui sont calées dans Merci. Elle est gratuite et elle est destinée agriculteurs, viticulteurs et conseillers. Juste la plateforme Merci, vous avez l'interface des résultats qui est celle-ci, la première interface des résultats, parce qu'après vous avez accès à tous les résultats sous forme d'un fichier Excel si vous le souhaitez. Mais la première interface de sortie des résultats est celle-là, donc avec en haut, si vous voyez assez bien à l'écran, la biomasse aérienne atteinte. Donc là, on a un couvert qui aurait fait 1,9 tonnes. Le couvert aurait stocké 65 unités d'azote dans la partie aérienne et racinaire. Sur ces 65 unités d'azote, une partie va être restituée rapidement. Donc après, ça va dépendre de la composition du couvert et en particulier de son C sur N. Donc c'est comme ça qu'est calée la méthode Merci. Et par rapport à ce C sur N, là, sur cet exemple-là, sur ces 1,9 tonnes, ces 65 unités d'azote piégées totales, vous allez en avoir 23 qui vont être restituées rapidement à la culture suivante. Le reste n'est pas perdu, le reste va rejoindre le pool de matière organique et sera distribué dans les années suivantes à hauteur de 1 à 2% par année. Ça rejoint le pool qu'on avait déjà évoqué par rapport à la matière organique. Vous avez la petite frise en bleu. En fait, la petite frise en bleu reprend ce chiffre de 23, mais le divise par mois. Donc le premier mois, là, par exemple, sur ces 23, vous aurez 9 unités le premier mois, 5 le deuxième mois, donc 9 plus 5 au bout de 60 jours, etc. etc. Vous avez aussi les restitutions donc en phosphore, potassium, soufre et magnésium, et puis des valeurs un peu, d'autres valeurs qui sont intéressantes, mais qui répondent à d'autres objectifs du couvert. La valorisation fourragère, par exemple, si vous le faites pâturer, ça, on a calé ça en fait parce qu'on a des échanges entre des céréaliers, ça se fait aussi en vigne d'ailleurs, mais des troupeaux qui viennent sur les parcelles de certains céréaliers ou même de viticulteurs. Dans le Bordelais, nous, on a des troupeaux des troupeaux de moutons qui viennent pâturer les vignes. Et donc, on a donné ces indications-là fourragères. Et puis d'ailleurs, vous avez la contribution au stockage du carbone. Donc, j'ai indiqué tout à l'heure dans la discussion, on parlait de stockage de carbone avec les couverts végétaux. C'est vrai que c'est un stockage sur le long terme. Moi j'adhère à ce qui a été dit. Le compost, c'est pour réparer une situation délicate, donc c'est vraiment du court terme. Du court terme, on apporte massivement à court terme quelque chose de très stable. Sur les couverts végétaux, il faut retenir qu'une tonne de carbone, alors une tonne de matière sèche fait à peu près 400 kg de carbone, à peu près. Donc une tonne de matière sèche de couvert, 400 kg, et sur ces 400 kg, vous aurez à peu près 28% qui va être stable. Vous voyez que c'est pas grand-chose. Donc en fin de compte, c'est un levier qui est puissant, mais qui est puissant sur le long terme. Alors, à la réponse qu'on m'a souvent posée, faut-il investir dans les couverts végétaux? Je vais juste vous donner deux petits exemples, parce que je n'ai pas le temps de développer plus longtemps. Par exemple, si vous mettez de la févrole, de la veste velue, du poivre fourragé ou de la gesse, alors on a tout mis à 4 tonnes, hein, je vous donne les quantités restituées d'azote. Donc, si vous avez 4 tonnes de févrole, vous avez 50 unités. Si vous avez 4 tonnes de veste velue, 85 unités, etc. Donc ça dépend derrière des coefficients qu'on a calés dans la méthode Merci. Vous avez aussi les valeurs de P, de phosphore, de potasse qui sont aussi restituées. Vous voyez que ce pas des valeurs qui sont anodines. Donc derrière, ça permet de diminuer éventuellement la fertilisation azotée. Il faut bien sûr, ça reste un peu comme les fumiers et les composts. On oublie souvent la valeur fertilisante des couverts végétaux. Moi, quand je pose souvent la question à des viticulteurs ou des agriculteurs, c'est quoi les avantages des couverts végétaux? Ah ouais, ça apporte d'éléments. Tu les prends en compte dans ta fertilisation? Non. Je dis, bah, c'est quand même dommage, quoi. Donc voilà. Donc, toi, pour vous dire que ça apporte
beaucoup d'éléments et ça apporte et ça recycle beaucoup d'éléments. Ouais, je me permets juste Un autre d'intervenir exemple sur ce. qui est assez intéressant, c'est sur la protection des sols. Donc aujourd'hui, on a quand même des problèmes de protection des sols en France, même si, tout dépend du territoire sur lequel on se situe, mais on n'est pas, voilà, on n'est pas tous sur la même enseigne. Mais on a quand même les couverts végétaux qui vont protéger à trois niveaux, à trois titres, nos sols. En fin de compte, ils ont un effet parasol, c'est-à-dire qu'ils limitent l'impact des pluies sur le sol. Ils ont un effet aussi d'augmenter la rugosité, donc un effet micro-haie, c'est-à-dire que votre rugosité de surface va limiter le ruissellement de surface. Et puis, ils vont aussi, grâce à leurs racines, améliorer l'infiltration de l'eau. Donc, vous avez vraiment trois effets qui sont assez intéressants, enfin, qui sont très intéressants. Tout ceci pour dire que ça va diminuer de l'ordre de 95 à 50%, enfin, on pourrait dire de 50% à 95%, mais je suis parti du côté plus positif, le ruissellement. Et donc souvent, donc là, sur des essais grandes cultures, en Normandie, on divisait par 10 le départ de terre, ce qui est quand même assez significatif. Je vous fais juste un petit exemple, alors, aussi en grande culture, euh, qu'on s'amuse à calculer avec des conseillers, là c'est avec un conseiller de coopérative du côté de l'Aveyron. Bon, vous avez des exemples d'érosion hydrique, hein, difficilement récupérable, c'est la photo de gauche, c'est-à-dire que quand vous avez la terre qui commence à descendre tout en bas de la parcelle, ça commence à devenir compliqué. Alors après, on peut la remonter, mais ça coûte très cher. On a aussi régulièrement des ruisseaux qui ne coulent pas, l'eau dedans n'est pas propre, elle a des particules en suspension. Donc ça, c'est bien significatif, c'est très significatif d'une érosion, alors parfois latente, hein, on s'en rend pas tout compte, c'est un peu tout le temps, mais on perd des millimètres et des millimètres. Je vais aller assez rapidement sur le calcul, mais je pourrais vous le fournir. Il est vraiment pas compliqué, mais on a estimé en fin de compte la valeur d'une tonne de terre en prenant un exemple de l'Aveyron ou dans l'Aveyron, donc là, avec le conseiller de coopérative, bon, il a estimé les valeurs d'une parcelle, enfin la valeur à l'hectare coûtait 9 000 euros. C'est les valeurs de son département. Et donc on a estimé que sur son département, si on met pas de couvert, et on perd entre 1,5 à 2 tonnes en moyenne par hectare par an, soit 3,3 à 4,44 euros. On a même laissé les deux chiffres après la virgule. Et quand on met un couvert, on va limiter fortement le ruissellement. Donc là, on avait une limitation à 78% du ruissellement. Et donc, on limitait aussi les pertes. Et donc là, on perdait encore un peu de sol, mais on perdait plus que 0,73 à 0,98 euros. Donc là, pour ça, pour vous dire que le différentiel, donc le couvert permet, en fin de compte, alors pas d'économiser, mais il permet de ne pas perdre 2,60 à 3,46 par hectare et par an. Ça paraît anodin, mais ramené sur 100 ans, ramené sur plusieurs hectares, enfin, etc., etc., ça vous fait quand même des euros et une décapitalisation au niveau sol, sachant que ce qu'on perd en premier, c'est ce qui est le plus fertile. C'est la couche de surface. En termes de bénéfices, il y a encore des choses qui sont à chiffrer, hein. Vous voyez, on est sur la balance. Alors, vous imaginez bien que je suis plutôt favorable aux couverts végétaux. Ma balance le montre bien. On est sur un niveau de bénéfice beaucoup plus conséquent que le niveau des coûts, même s'il y a quand même des coûts et des choses auxquelles il faut faire attention avec les couverts végétaux, comme toute nouvelle technique, hein. Mais derrière, voilà, l'objectif est de montrer que tous les bénéfices, en fait, derrière, on peut y mettre des euros, des euros. Donc on peut, si on valorisation énergétique, si on vend nos cives, on va mettre des euros. Fourrage supplémentaire, si on crée du fourrage, on va réduire les achats de fourrage pour les éleveurs. Le stockage du carbone, on a une rémunération bas carbone, donc il faut après accéder à cette rémunération-là. Donc, on a plusieurs, nous, céréaliers qui ont accès. Régulation des adventices, on a une réduction du désherbage. Donc ça, on est en train de le chiffrer aussi. Bon, je vous passe. Je vous passe tout ça. Enfin, je vous passe tous les chiffrages. Limitation du transfert d'azote, tout l'azote qui est conservé dans vos sols, qui ne va pas dans les captages d'eau, ça aussi on peut le chiffrer, et ça c'est facilement chiffrable avec la méthode Merci. Et puis juste pour donc, ce qui va être sorti, on a un site au niveau de la Chambre régionale Nouvelle-Aquitaine où on regroupe un peu toutes nos références techniques, parce que voilà, moi je m'occupe de projets depuis une vingtaine d'années et on a beaucoup de références techniques. On vient de rédiger, là, ça va sortir en décembre, un guide sur les idées reçues sur les couverts végétaux, donc en viticulture et en grande culture. Donc c'est vraiment les deux filières qui va sortir prochainement là, sur les 12 idées reçues principales.
Donc les couverts végétaux, ça assèche mon sol. Les couverts végétaux, ça ne pousse pas en été. Faut-il une fleur spontanée ou un couvert semé? Donc ça, c'était spécifique pour la vigne. Donc il y a un tas d'idées reçues comme ça auxquelles on a associé l'IFV, les chambres d'agriculture, les coopératives, les négoces pour répondre. Voilà. Merci Sébastien. Ton guide sur les idées reçues, on le diffusera à vous tous qui êtes inscrits. Oui. On vous fera un retour là-dessus dès qu'on l'aura. Et du coup, est-ce que... Alors, je ne sais pas si Gisèle présente d'abord et on prend voilà. la question après ou s'il y a des questions. C'est ce que Comme vous j'allais voulez. proposer. On peut enchaîner avec le retour d'expérience de Gisèle et Arnaud. Et après, on ouvrira les questions. Non, on me fait coucou à l'arrière. Non, tout va bien. Ok, fausse alerte. Oui, alors, comme je vous le disais, je vous le disais en introduction, donc moi je suis chargée entre autres d'animer et d'accompagner des viticulteurs dans le cadre d'un groupe 30 000. Ce groupe 30 000 est situé sur un bassin versant qui s'appelle le Karamilly-Sol, avec des forts enjeux qualité de l'eau pour l'eau potable. Ce groupe 30 000 donc, travaille bien sûr sur la partie phytosanitaire, donc avec l'arrêt de l'utilisation des herbicides, la réduction de l'utilisation de produits classés CMR, ou du moins la limitation, la préservation de la biodiversité et aussi la mise en place de couverts végétaux sur des parcelles de référence. Donc c'est un groupe qui est animé depuis 2017, qui est reconnu 30 000 aujourd'hui. Et depuis 2020, 4 viticulteurs de ce groupe ont choisi de tester des couverts végétaux. Alors dans le cadre de l'animation, ce sont des tests d'essais au champ. Et donc l'objectif de mon intervention ce matin, c'est de vous faire partager un petit peu nos résultats avec le témoignage de Arnaud Dioulaoufé du domaine des Grandes Aubréguières, qui va vous partager son expérience de couverts végétaux à travers le groupe 30 000. Donc, comme je vous disais, ce sont 4 viticulteurs du groupe qui ont choisi de semer. Ils ont semé sur une surface totale de 29 hectares sur 4 communes du bassin versant: Brignoles, La Selle, Garéoul et Flassan. Alors, les dates de semis sont intervenues le 9 septembre pour la date la plus précoce et le 17 novembre pour la date la plus tardive. La dose de semis retenue était de 25 kg par hectare de semences et ça a été apporté sur 28% de la surface. Donc, un interrang sur 2 sur une largeur de 1,40 m. Les couverts végétaux ont été apportés sur des sols de texture limono-argileuse sableuse avec des taux de matière organique compris entre 1,5 et 1,8%, des pH très alcalins de 8,5, des rapports magnésium sur potassium plutôt à l'équilibre, et un rapport carbone sur azote entre 11,3 et 12. Donc plutôt des sols qui fonctionnaient plutôt bien. Donc au niveau des espèces choisies, le choix s'est porté en fonction des objectifs de chacun, que ce soit pour l'amélioration de la fertilité du sol, la gestion des adventices, l'amélioration de la rétention en eau ou encore la préservation de la biodiversité. Donc, ils ont testé un petit peu tout type d'espèces. 28% des semis sont des semis mono-espèces. On trouve principalement de la fève-rolle, un mélange de trèfle ou de la moutarde blanche. 17% des semis avec 2 espèces, donc une fève-rolle, une veste commune. Là, l'objectif était l'amélioration de l'activité biologique et de la fertilité.
17% avec 3 espèces, donc un mélange d'avoine, de radis fourragés et de vesses, ou encore de pois fourragés, de seigle et de vesses communes. L'objectif ici était d'améliorer une réserve utile un peu faible et d'améliorer l'activité biologique et la structure du sol. 33% des semis avec 4 espèces. Donc ici, on trouve de l'avoine, du seigle, du trèfle incarnat et de la vesse. On trouve aussi du radis fourragé et des mélanges de vesses. L'objectif ici était l'amélioration de la structure, une nouvelle fois, et de l'activité biologique. Et enfin, on avait seulement 5% des semis avec 6 espèces. L'objectif étant ici l'amélioration de la structure du sol, une réserve utile, amélioration de la réserve utile, de la fertilité et apporter un couvert mellifère. Donc au total, ce sont 55% des couverts qui étaient réalisés avec les 3 grandes familles qui sont les graminées, les crucifères et les légumineuses. Au niveau de la date de destruction, alors celle-ci fait intervenir divers facteurs. Tout d'abord, le cycle de développement de l'espèce pour aller au bout du développement de celle-ci, la disponibilité du personnel et du matériel, mais aussi et surtout les conditions climatiques, pluviométrie, température, et donc de la cinétique de développement du couvert. Donc, nous avons observé que la date de destruction est intervenue entre le 15 mars et le 7 mai. Tous les couverts ont été broyés avec un broyeur classique et enfouis quelques jours plus tard. Et la durée moyenne du couvert observée est de 190 jours en moyenne. Mais avant cette destruction, nous avons souhaité connaître un petit peu les restitutions potentielles de ces couverts. Donc nous avons réalisé 18 méthodes Merci entre 2020 et 2025 sur le bassin du Karamilsol. Et donc je vais vous montrer un petit peu une synthèse de ce que nous avons obtenu. Donc en moyenne, sur les 18 méthode Merci que nous avons réalisée, les estimations des restitutions potentielles moyennes des couverts étaient en azote de 20 kg par hectare, en potasse de 35 kg par hectare, en magnésie de 5 kg par hectare et en phosphore de 8 kg par hectare. Alors Sébastien Minette vous l'a précisé, les collègues ici également. En fait, ces couverts végétaux mettent d'abord à disposition les éléments fertilisants. Ils vont d'abord les utiliser pour se développer et ensuite les restituer. Il y a un petit bémol pour l'azote. Lorsqu'on utilise des légumineuses, les légumineuses ont la capacité de fixer l'azote atmosphérique et donc ensuite, on peut parler véritablement de gain pour l'azote. Voilà pour les résultats que je voulais partager. Et maintenant, je vais laisser la parole à Arnaud Dioloufé qui va vous parler de son expérience en matière de couvert. Merci. Alors bonjour, moi je suis vigneron à Flaçade-sur-Issole. J'ai commencé à mettre en place les engrais verts. Moi j'ai engrais verts. Sur la propriété, il y a à peu près 6-7 ans de ça en arrière, avec aucune expérience et peu d'expérience à partager avec d'autres viticulteurs. Alors j'ai été bien aidé par la Chambre d'agriculture, Gisèle, qui m'a bien suivi, qui m'a bien informé. Je me suis renseigné un petit peu sur Internet et j'ai commencé à semer les premières années avec différentes espèces, où j'étais relativement déçu parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de concurrence entre les espèces. Moi, je suis dans des sols, je suis sur Flaçade-sur-Issole, c'est des sols argilo-calcaires, des sols difficiles, pierreux dans les coteaux et très argileux en plaine. Et il y avait beaucoup de concurrence. Il y a certaines espèces qui ne poussaient pas. Le radis fourragé, lui, poussait plus en dehors de la terre qu'en dedans, tellement les sols étaient durs. Et du coup, après, je trouvais que les espèces qui étaient le plus adaptées à mon exploitation, c'était la féverolle et la moutarde blanche. La féverolle, le marchait très bien dans les sols un peu plus terreux. Et la moutarde blanche, son avantage, c'est dans les sols très pierreux. Moi, j'ai des sols pierreux où à la préparation de sol, on est obligé de broyer les pierres tellement il y a de pierres. Et du coup, la féverolle a des graines trop grosses et ça avait tendance à avorter dans les sols pierreux. Du coup, la moutarde a des graines beaucoup plus fines
Et du coup, ça avait un meilleur résultat. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Pas les premières années, mais au bout de la 3e, 4e année. Parce qu'il faut savoir qu'au début, la vigueur des semences ne sont pas excellentes, mais à force de ressemer sur des parcelles qui ont été semées, je trouve qu'il y a une meilleure vigueur et un meilleur résultat. Au bout, maintenant, ça fait à peu près 6-7 ans. Au début, j'ai commencé sur une faible surface, sur 4-5 hectares. Et depuis, j'utilise toujours les mêmes parcelles sur ces 4-5 hectares. Je vois que les couverts se développent très bien. Je vois une évolution au niveau de la végétation. C'est-à-dire que j'essime une fois de plus sur les parcelles qui ont des engrais verts depuis 6-7 ans. Et je vois une évolution aussi qui est importante. C'est moi, en tant que vigneron, je les vois au niveau des analyses des mous. C'est-à-dire, nous, pour vinifier, on a besoin de pas mal d'azote dans les mous. Et là, j'ai vu cette évolution parce que j'avais pas mal de carences au niveau de mes mous. Et là, dans les parcelles témoins, si je peux appeler ça comme ça, je vois que mes carences en azote diminuent de plus en plus. Du coup, c'est intéressant pour la vinification. C'est intéressant aussi au niveau des autres adventices, parce qu'au niveau de la concurrence, ça permet d'assainir un peu nos sols, parce que nous, sur des sols là-haut, on avait beaucoup de l'empourde, des érigerons, du chien-dent aussi. C'est vrai que la partie où c'est semé, ça assainit un petit peu les sols à ce niveau-là. Les avantages et les inconvénients. Alors, les avantages, c'est que on utilise depuis le début la méthode Merci pour savoir à quelle période ça nous restitue et le volume d'azote que ça peut nous restituer. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Maintenant, de l'appliquer correctement, parce que ça nous donne une date précise de la restitution. Au niveau sur le terrain, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut l'appliquer juste après les vendages. Parce que comme on en parlait tout à l'heure, de travailler dans des sols humides, c'est pas terrible. Du coup, de semer dans des sols trempés, c'est pas possible. Le résultat est médiocre. Et ensuite, l'inconvénient qu'on a, nous, c'est au niveau de la destruction. On a quand même une date butoir, c'est qu'on est des secteurs où on a des gelées printanières. Du coup, on ne peut pas laisser des plantes qui font entre 50 et 60 cm de haut au moment du débourrement de la vigne, parce qu'on craint toujours les gelées printanières. Tout le long du mois d'avril, on flirte avec du zéro, avec du négatif. Et c'est pour ça qu'on détruit avant pour éviter ce problème-là. Au début, j'avais un coût un petit peu élevé pour l'application des engrais verts, parce que je faisais appel à un prestataire. Je n'étais pas équipé en matériel. Et les semences, j'achetais mes semences à mon fournisseur de produits phytosanitaires, ainsi de suite, marchandises. Et au fur et à mesure, je me suis renseigné, je me suis équipé avec du matériel d'occasion. Maintenant, j'ai mon propre semoir qui est plus adapté à mon terroir. Et les semences, j'ai réussi à trouver dans le Finistère un agriculteur qui produisait des semences de févrole. Et avec les coûts, je ne sais pas si je peux parler de coûts ou pas. Ouais, voilà. Pour donner une idée, quand j'achetais des semences classiques, j'étais autour des, je crois, entre 1,50 € et 2 € le kilo. Et là, d'acheter en direct chez un producteur, un agriculteur, je tombe entre 40 et 50 centimes le kilo. Du coup, à savoir qu'on met à peu près 30 kilos de semences à l'hectare, une rangée sur deux. Et du coup, ça fait chuter le coût énormément. Non, mais le transport est signifiant. Je crois que quand j'achetais dans le Finistère, il y a à peu près 200 € de transport pour venir ici, quoi. Et cette année, on a poussé le vice un peu plus loin, c'est-à-dire que j'ai des parcelles incultes. Il me restait de la févrole. On a semé sur une parcelle inculte 1,10 hectare de févrole. Et j'ai un ami à moi, son épouse qui est là d'ailleurs, qui est venu avec sa moissonneuse batteuse. Et on a réussi à ramasser 1,5 tonne de févrole sur la parcelle. Du coup, c'était intéressant et puis c'est bien parce que du coup, on réutilise une semence qu'on a semée auparavant et je trouvais ça intéressant. Ouais. Alors, je ne le fais jamais avant vendage parce que nous, on vendage de façon mécanique et il suffit qu'il pleuve un petit peu. Si on passe avec les machines à vendanger, on détruit complètement la semence. C'est-à-dire que juste après les vendages, il faut être très réactif parce qu'on a encore un peu des périodes sèches et c'est de suite intervenir pour semer le plus rapidement possible.
Alors la méthode de destruction, j'essaye de pousser au maximum avant le débourrement de la vigne, c'est-à-dire sur le vignoble, en fonction de la précocité des cépages, on va faire en premier les parcelles de Grenache, ensuite de Syrah, ainsi de suite. Et après, je le détruis avec un broyeur de sarment, tout simplement. Après, je laisse pendant 4-5 jours le broyer au sol, et ensuite, on va passer un coup de cultivateur pour... C'est pas de l'enfouissement, mais ça permet de légèrement recouvrir un petit peu avec la terre dessus. Ouais. Un petit mélange, tout à fait. Je ne sais pas si j'étais assez précis ou pas. J'ai pas l'habitude de ce genre d'exercice. Oui, oui, c'est ça, exactement. Alors au début, j'ai commencé les premières années sur 5 hectares. Et maintenant, à l'heure actuelle, alors je ne sème pas les 48 hectares parce que j'ai à peu près... Nous, on a des sols très pierreux, j'ai des vieilles parcelles où techniquement, c'est impossible de semer. Voilà. Mais cette année, je crois que j'en ai fait 40 hectares parce qu'après, j'ai des plantiers. Et sur les nouvelles plantations, j'attends 3 ans avant de commencer les engrais verts. Voilà. Une question pour Gisèle. Je voudrais savoir le bénéfice qu'il peut y avoir entre les deux solutions, entre l'enherbement semé et l'enherbement naturel. Alors, le bénéfice au niveau de l'enherbement semé, c'est qu'on va choisir les espèces en fonction de l'objectif cultural que l'on est. C'est-à-dire, si vous voulez lutter contre un type d'adventice, vous allez plutôt choisir une espèce que l'on connaît, on sait parfaitement qu'elle va lever avant cette adventice envahissante. Et donc, c'est ça l'intérêt. Après, alors peut-être Sébastien Minette pourra nous apporter d'autres informations, mais effectivement, vous l'avez dit, au niveau de l'enherbement naturel, on a quand même des restitutions qui ne sont pas négligeables au niveau fertilisation et au niveau de tous les autres services que peuvent rendre les couverts au niveau du sol. Je ne sais pas, Sébastien, est-ce que tu veux compléter? En fait, je suis très favorable. Je suis très favorable moi au spontané parce que en fait, c'est ce qui pousse sur la parcelle. Et ce qui pousse sur la parcelle, elle sera le mieux adapté à la parcelle. Après, et je rejoins quand même ce que tu dis, c'est que derrière, si on veut renforcer tel ou tel service, on va semer. Là, dans le cas de l'exemple, on a semé de la févrole, c'est pour renforcer le service restitution, en particulier de l'azote. Si demain, vous voulez, dans Gironde, nous, on a aussi le service paillage. Donc, on va implanter des couverts à base de triticale et de seigle, donc triticale vesse ou seigle vesse, pour derrière seulement coucher et avoir un effet paillage sur l'interrang. Je voulais juste quand même préciser, parce qu'il y a une visuellement, on fait... alors, visuellement et en VT, par exemple, là, quand vous... Alors, je ne sais pas si on peut remettre la petite valeur merci, la valeur où il y a la photo et merci à côté. Normalement, quand vous utilisez merci pour la VT, vous avez la possibilité de mettre le... Alors, ouais, c'est la diapo 15. Vous avez la possibilité de mettre la surface concernée par le couvert végétaux. Donc là, tout est ramené à l'échelle de l'hectare. C'est-à-dire que là, c'est vrai que le couvert, à mon avis, il fait un peu plus que 1,4 tonnes de matière sèche, mais il faut bien imaginer que tout est ramené à l'hectare. Je vais juste préciser ça, parce que des fois, on me dit, oui, mais c'est bizarre ton truc qui me dit que j'ai une petite biomasse, alors que moi, ma biomasse, elle me paraît énorme de vue. Alors, je sais pas comment c'est Gisèle qui a dû faire les mesures, Oui, mais oui. normalement, on utilise pourcentage occupé par le couvert. Oui, voilà, c'est ça. En fait, j'ai indiqué la part réellement semée C'est ça. sur la surface totale. Et donc là, enfin, il y a deux méthodes. Soit on met 100% et on fait une mesure. Enfin, vous voyez, on fait une mesure et on met 100%, tu auras la valeur à ce lieu, à l'endroit, et après tu ramènes à l'hectare. Là, dans la méthode Merci, quand tu rentres, quand tu utilises ce pourcentage, tu ramènes directement à l'hectare. Voilà. Bon, c'est juste. Je voulais juste préciser ça et j'espère avoir répondu sur la fleur spontanée ou pas spontanée, sachant que aussi il y a quand même un inconvénient quand même, c'est que la spontanée coûte pas cher, coûte moins cher que la fleur semée. Après là, il y a un bel exemple chez vous là, chez viticulteur, de comment on diminue les coûts.
Sachant que le coût d'enfouissement que vous avez comptabilisé, par exemple, ici dans votre calcul à la diapo juste après, est-ce que vous ne l'auriez pas fait en sol nu? Je ne sais même pas si c'est un coût de gestion du couvert, quoi. Parce que si vous l'aviez fait aussi en sol nu, le couvert, en fin de compte, il vous a coûté l'essence, la mise en place et le broyage. Donc nous, en grande culture, même viticulture, on estime un coût du couvert, compris hors main-d'œuvre, souvent, parce que là, vos coûts, c'est peut-être hors main-d'œuvre, entre 100 et 150 euros. L'enfouissement, on le fait après, mais c'est vrai qu'il a une double utilité aussi. Ouais. Mais après, ou sinon, on ne l'aurait pas fait, quoi. Ouais. Sinon, vous ne l'aurez pas fait. Ouais. Quoi, pas à cette période-là, en tout cas. Non, juste pour rebondir sur la question, moi je pense que ce qui était intéressant, c'est ce que vous avez dit au tout début, c'est que les premières années, ça poussait pas très bien. Sur des parcelles comme ça, on se lance sur de l'enherbement spontané, ça pousse pas, on arrête vite parce que ça marche pas. En plus, vous disiez, vous aviez des problèmes de plantes un peu envahissantes, les érigérons, différentes plantes qui sont pas du tout acceptables. Et donc moi, ce que je vois beaucoup sur les héros, c'est des gens qui, quand ils veulent commencer, commencent avec des plantes assez faciles, de la févrole, des choses comme ça. Petit à petit, le sol, il y a une modification et ça marche de mieux en mieux. Et au bout de quelques années, on passe sur un enherbement naturel parce que ça y est, on a fait une inversion de flore, on a fait des modifications sur sa parcelle qui font que l'enherbement naturel peut fonctionner. Et donc, on est rentré dans un cycle vertueux et ça marche bien. L'intérêt, entre autres, de l'enherbement naturel, c'est que lorsque vous ne labourez pas après les vendanges, l'herbe commence à pousser aux premières pluies. Et donc l'herbe qui est en place, elle capture toutes les feuilles qui tombent de la vigne et elle se composte sur place. Ce n'est pas énorme, mais il y a un petit intérêt. Comment ? Il y a du vent ici aussi ? Bien sûr. Il est certain que les terres labourées, elles n'ont aucune feuille qui reste au sol. Oui, bien sûr. Merci. Il y avait encore une question. Je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit là par rapport à l'azote assimilable dans les mous. Moi, j'ai une exploitation où je vinifie donc mon domaine plus un autre domaine à côté. Et donc, moi, j'apporte quand même pas mal de matière organique et je fais dans l'enherbement. Et je m'aperçois que d'un côté, j'ai les taux d'azote assimilable, il peut aller du simple au triple. Et donc au niveau qualitatif même au niveau qualitatif du vin, c'est important d'avoir des azotes assimilables, même si on peut le corriger. Donc ça c'est la première réflexion. Et après aussi par rapport à l'azote, on parlait de HVE. Quand on cultive une légumineuse qui apporte de l'azote, donc ça c'est pas comptabilisé dans le HVE. Donc c'est intéressant aussi donc comment ? Voilà, ça fait gagner des points. Oui, bonjour. On parle beaucoup et on a des chiffres sur la restitution, mais très peu sur la mobilisation. En fait, moi, j'aimerais clairement savoir si, selon les minéraux, est-ce que ça consomme plus que ça va me restituer ou pas? Ça va restituer autant que ça consomme. Vous n'allez pas vous n'allez pas perdre en fait des éléments minéraux. Dans les argilo-calcaires où vous pouvez avoir du phosphore qui va être bloqué, en fait, vous allez rendre biodisponible ce phosphore. C'est-à-dire que vous allez débloquer ça de votre sol. Alors, il y a des niveaux de restitution. Pour moi, il faut distinguer. Il y a deux comportements pour ces éléments minéraux. Vous avez d'un côté l'azote et le soufre, qui sont naturellement que vous allez perdre dans vos sols si vous ne faites rien. Alors, s'il y a de la pluie pour entraîner tout ça, mais ces deux éléments, azote et soufre, vont se dissoudre dans l'eau et vont être emmenés. Donc, c'est ce qu'on appelle pour l'azote les nitrates, qu'on retrouve après dans l'eau potable. Et le soufre, c'est pareil. Alors, c'est en moindre quantité le soufre. Donc, si vous ne faites rien, de toute façon, s'il y a de l'eau en hiver, vous allez perdre ces éléments-là. Donc, le couvert ou les racines vont vous permettre de les maintenir sous forme de matière organique et après destruction, ça va être redistribué. Le phosphore et la potasse, alors à part par ruissellement,
donc par érosion, dans nos sols, ils sont pas lixiviés. Mais ces éléments-là peuvent être bloqués. Donc en fait, le passage sous forme végétale ne fait que les faire retourner dans la machine et ne fait que les rendre biodisponibles. Mais on restitue tout, quoi. Là où vous pouvez avoir des pertes, enfin un tout petit peu de pertes, c'est dans le cadre du pâturage, par exemple, où l'action de pâturer va vous faire perdre un peu plus de CO2 par la respiration des animaux. Donc là, il y a un peu de perte de CO2 et du phosphore qui va être assimilé par les ovins, par exemple. Mais sinon, on ne perd pas d'éléments. Je ne sais pas si je réponds à la question. Alors, ce que je conseille régulièrement, parce que je me fais aussi, moi, des fois, alors je ne sais pas s'il y en a dans la salle, hein, parce que je connais pas tout le monde, je me fais descendre par des conseillers de négoce ou de coopératives, donc j'aime bien travailler aussi régulièrement avec eux. Je peux conseiller de faire une impasse sur du phosphore et de la potasse, donc les engrais de fond, sachant que je conseille toujours aux agriculteurs ou aux viticulteurs de faire une analyse de sol et de voir où ils en sont dans leur stock. Parce qu'on a des sols qui étaient bien pourvus, où ces éléments-là étaient bloqués. Donc en fait, le couvert ne remet qu'à disposition. Donc quand on est bien pourvu, remettre à disposition et faire une impasse une année, c'est pas grave. Faire des impasses systématiques, on pourrait avoir des problèmes pour le phosphore et le potassium. Je ne sais pas si je réponds à la question. Donc Christelle, je suis la responsable. Et ça a bien été dit par Gisèle, hein, l'azote, par exemple, après j'arrête, l'azote, on peut capitaliser de l'azote. Ça, c'est le côté légumineuse. C'est-à-dire que là, on va augmenter votre quantité d'azote dans le sol, grâce à ces fameuses nodosités. Alors qu'on va retrouver sur la févrole, sur la veste velue, la veste commune, etc. Donc Christelle, je suis responsable HVE au syndicat des Côtes de Provence. Je voulais rebondir notamment sur ce qu'avait dit tout à l'heure Jean-Jacques. Pour les exploitations qui ont des difficultés à valider la certification HVE parce qu'ils font des apports très massifs de matière organique, en effet, avoir des couverts végétaux avec des légumineuses est très valorisé dans la certification HVE, puisqu'on peut gagner jusqu'à 4 points sur les 10 nécessaires dans cette certification. Donc c'est vrai que ça peut être un vrai levier pour aider à valider la certification HVE notamment. Voilà, c'était tout. Merci. Alors moi du coup j'ai une question pour Antoine. Est-ce que tu pourrais tu l'as mentionné tout à l'heure, est-ce que tu pourrais nous parler de l'évolution de l'enherbement du vignoble et est-ce que tu as quelque chose à nous montrer? Je sais plus. Tac. C'était. Alors déjà juste pour la question de la remobilisation des minéraux. Désolé, je reprends celle d'avant, mais ça dépend beaucoup des dates de destruction. Et pareil pour l'enherbement naturel. En fait, tous ces sujets de couverture, ça dépend de quand on les détruit et de quand et comment on les détruit pour couper notamment la concurrence. Mais on reviendra peut-être après, plus tard, sur les tiers gagnants. Je voulais juste dire un message qu'on peut déjà donner sur les couverts, c'est dans tous les cas, en hiver, on enherbe. Et ça, sur tout type de sol, si on le peut, à part ces sols très caillouteux ou peu fertiles. Ça, c'est un message quand même qui est assez clé. Et normalement, il n'y a pas trop d'opposition. Alors quand on dit en hiver, ça veut dire que minimum, entre décembre à février, c'est vraiment très court. Le mieux, ça serait de septembre jusqu'à mars. Et d'ailleurs, vous en parliez, il y a toute une pratique aussi de détruire l'enherbement naturel, enfin, qui les repousse après vendange. Parfois, ce n'est pas forcément nécessaire. Des fois, ça l'est pour refaire un coup de propre dans certaines situations. Mais en tout cas, voilà, le message, c'est en hiver, on enherbe. Et ce qu'on a fait, en fait, au niveau du syndicat des vins Côtes de Provence et de la filière, c'est qu'on a calculé ce taux d'enherbement en hiver depuis 10 ans. Et pour ça, en fait, on a utilisé des images satellites qui sont disponibles grâce au programme Sentinelle-2 du programme européen. Donc c'est des données gratuites qu'on a accès. Et grâce à ces données d'images satellites, on arrive à savoir si les parcelles de nos adhérents en Côte-de-Provence ont été enherbées, notamment on l'a regardé pour le mois de janvier. Et donc on s'est amusé donc à faire des calculs. Je ne vous ai pas montré toutes les données, mais depuis 2016, en tout cas, les données... Alors j'ai pris 2016 et 2025 parce que ce sont des années en automne où il y a à peu près eu la même pluviométrie. Parce que c'est important, plus vous avez de pluviométrie, ou si vous n'avez pas du tout de pluviométrie, par exemple, l'hiver de 2017 à 2018, il y a
eu très peu de pluie en Provence. Et du coup, les enherbements, déjà ceux qui sont sortis de 2017, ils ont détruit les enherbements. Et en plus de ça, ils n'ont pas poussé après. Donc là, j'ai pris 2 années comparables, notamment 2025 et 2016. Et on peut voir qu'en 2025, 82% des parcelles, donc ça, cette analyse, on l'a fait sur 18 000 hectares en tout. Donc c'est un peu, on a fait 18 000 hectares sur les vins de Provence, donc Coteaux-Varois, Coteaux d'Aix-en-Provence et Côtes-de-Provence. Alors il n'y a pas la totalité des hectares, sinon ça ferait 26 000 hectares. C'est parce qu'il y a certaines parcelles qui ne pouvaient pas être comptabilisées par les images satellites. Et donc globalement, les résultats sont que depuis de 2016 à 2025, on est passé de 60% des parcelles qui étaient enherbées en janvier à 82% des parcelles enherbées en janvier. Autrement dit, il reste 18% des parcelles cette année 2025, enfin ce mois de janvier 2025, qui étaient considérées comme un sol nu. Alors qu'est-ce qu'on appelle enherbé ? C'est juste que depuis notre satellite, ça apparaît en vert. Donc tout ce qui a un petit enherbement, un enherbement un rang sur 2, c'est considéré comme enherbé. Et nous, on considère déjà que c'est une pratique qui est positive, même si on peut aller un peu plus loin. Après, il y a certaines parcelles qui ont peu d'enherbement quand même, naturel en hiver. Nous, ce qu'on essayait vraiment de regarder, c'est est-ce qu'il y a des parcelles qui sont maintenues nues en hiver de manière volontaire ou à cause de conditions pédologiques, enfin, ou pédoclimatiques plutôt. Donc actuellement, voilà, l'état des lieux, c'est qu'il y a de plus en plus d'enherbement en hiver. En fait, on a créé ce projet aussi parce qu'il y a beaucoup de consultants, conseillers, techniciens qui nous disaient, enfin, ou même de viticulteurs, quand même, la Provence, ça s'enherbe. C'est de plus en plus vert. Chacun disait quand même que... Alors moi, je venais d'arriver il y a 3 ans, donc je ne sais pas comment c'était la Provence il y a 10 ans. Je vous ai cité une donnée. En 2006, la Grèce disait qu'ils avaient fait un questionnaire qualitatif. Il y avait 30% des personnes qui avaient indiqué enherbé. Donc on peut supposer que de 2006 à 2016, on a doublé et ensuite on a encore augmenté en 2025. Ce qui est l'avantage des images satellites, c'est que c'est des images réelles, donc on le voit, et toutes les images, enfin on n'est pas allé sur toutes les parcelles, mais on a vérifié certaines parcelles et c'est très bien corrélé. C'est-à-dire que quand on va là sur l'image à gauche, enfin à droite pour vous, pardon, celles qui sont rouges, c'est des sols nus, et quand on y va, c'est réellement des sols nus. Donc maintenant, c'est une mesure qu'on aimerait réfléchir. Alors, on ne sait pas encore si elle va être intégrée au cahier des charges, mais on est en train de réfléchir effectivement à est-ce qu'on n'intégrerait pas cette mesure dans le cahier des charges, c'est-à-dire obliger l'enherbement un minimum hivernal, c'est-à-dire sur la période au moins de décembre, enfin on va dire de décembre à février, ce qui n'est pas très contraignant et ce qui n'a aucune concurrence avec la vigne. Après voilà, on est en train d'y réfléchir pour l'instant. Là l'objectif, ça serait déjà de voir, c'est chez 18% de parcelles, quelles étaient les causes qui n'ont pas permis un enherbement. Est-ce que c'était volontaire et pourquoi on le fait? Il y a sûrement des raisons. Tout le monde a des bonnes raisons de passer le cultivateur malgré un peu les a priori. Donc le but déjà, c'est de questionner les adhérents qui ont ce type de pratique. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un objectif de la filière. Je pense qu'on est tous ici, tous ici d'accord sur le fait qu'il faut enherber en hiver au minimum. Et moi, j'aime bien les messages comme ça, noir ou blanc. Là, c'est blanc, enfin c'est vert en l'occurrence, on enherbe en hiver. Merci beaucoup pour vos retours d'expérience, votre expertise sur cette thématique-là.